Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale africaine, nationale, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Le Maroc a été frappé par une vague de froid exceptionnelle, le mercure étant allé jusqu'à -13 degrés dans plusieurs provinces avec des chutes de neige inédites, entre autres dans l'oriental, dans la ville d'Oujda. Quelques semaines plus tôt, c'est la ville de Safi qui a été submergée par les eaux, du jamais vu dans notre pays qui, selon certains experts, n'en a même pas fini avec la sécheresse et le stress hydrique. Voilà de quoi s'interroger davantage sur la variabilité climatique, sur notre compréhension des phénomènes extrêmes. Ces épisodes s'inscrivent dans le contexte évidemment plus large du changement climatique avec des impacts directs sur les populations, l'agriculture et les économies locales, au Maroc notamment. À peine quelques semaines avant ces événements, s'est tenue à Belém la COP30 des Nations Unies sur le climat. Parmi les principaux résultats de cette COP figurent des engagements historiques sur la mobilisation financière, notamment jusqu'à 1,3 trillion de dollars par an d'ici 2035 pour l'action climatique globale, un triplé du financement pour l'adaptation, ainsi que la structuration de mécanismes pour traiter les pertes et dommages liés au climat. Le texte final, toutefois, n'a pas inclus d'engagement juridiquement contraignant sur une feuille de route mondiale de sortie des énergies fossiles, malgré les appels forts des pays du Sud, malgré les appels du continent africain qui attendait beaucoup de cette COP. C'est dans ce contexte que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a renouvelé son alerte scientifique sur les impacts climatiques et sur l'urgence aussi d'accélérer les efforts d'atténuation et d'adaptation. Alors, quelles sont aujourd'hui les alternatives précisément qui se dessinent pour répondre à l'urgence du défi climatique spécifiquement africain et notamment au Maroc? J'ai le plaisir pour en parler d'accueillir un expert en la matière, Monsieur Mohamed Nbou, ex-négociateur en chef pour le Maroc sur les changements climatiques, secrétaire général de la Maison de la Méditerranée du climat et également conseiller climat au secrétariat général du CGLU en Afrique. Bonjour à vous et ravi de vous accueillir dans Alternative. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi d'être avec vous. Un plaisir partagé. Alors, Monsieur Mohamed Nbou, le Maroc a vécu récemment une vague de froid historique avec des chutes de neige inédites à l'est, à Oujda notamment. Peut-on expliquer scientifiquement la relation entre ces phénomènes extrêmes et le changement climatique? On va commencer par là. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons constaté ces jours-ci des événements qui sont exceptionnels, et effectivement, parce que si on prend l'exemple que la situation que vous avez citée, par exemple, au niveau du Jura, on n'a pas connu ça depuis 1999, où il y avait des chutes de neige à hauteur de 10 cm. Également en 2005 aussi, il y avait des chutes de neige de ce genre, mais il ne faut pas oublier que la situation géographique également de la région de l'Oriental, il est un petit peu spécifique dans la mesure que les vagues, la vague froide qui vient directement du nord traverse la Méditerranée, donc il n'a pas le temps nécessaire pour se réchauffer. C'est pour cela qu'on a assisté à des chutes de neige. Mais tout cela, effectivement, il s'inscrit dans un contexte qu'on connaît très bien, le contexte du changement climatique. Le changement climatique, effectivement, le GIEC tel que vous le connaissez, c'est-à-dire la communauté internationale des Nations Unies sur l'évolution du changement climatique, a donné son verdict, au fait. Le verdict, c'est le changement climatique, il est là, on doit faire avec,
Et les phénomènes exceptionnels ne sont plus exceptionnels puisque déjà dans la logique des experts, ils disent que la fréquence des phénomènes exceptionnels va en s'accentuant. C'est pour cela qu'on assiste actuellement à des phénomènes anormaux, c'est-à-dire qui sont anormales par rapport aux situations actuelles, des inondations, des phénomènes exceptionnels en matière d'inondation, des variabilités en matière de température externe. Et on assiste, comme je l'avais dit, à la question de l'oriental. Donc, tout ça s'inscrit effectivement dans un cadre qui est actuellement qu'on doit faire face, effectivement, parce que le changement climatique n'est plus une question est-ce qu'il y aura des phénomènes comme ça ou non, mais il y aura des phénomènes comme ça. Il y aura également, ils vont en s'accentuant, on aura également des inondations qui vont en s'accentuant. Ce n'est pas uniquement au Maroc, mais également, si vous prenez également en Afrique, il y a des phénomènes dévastatrices aussi. Donc, pour vous dire que la question du changement climatique, il est là. Nous devons faire avec. D'ailleurs, le Maroc, il a mis en place tout un arsenal juridique et réglementaire, effectivement, pour faire face à ces phénomènes-là. Nous avons un arsenal juridique et institutionnel très intéressant au Maroc. D'ailleurs, si vous prenez même la stratégie nationale de développement durable qui incite à ce qu'on puisse structurer davantage nos interventions au niveau de cette transition, parce que cette transition, il concerne plusieurs volets. C'est la transition énergétique, c'est la transition urbanistique, c'est la transition hydrique. Exactement. Donc, il y a tout l'ensemble de transition qu'il y a lieu de mettre en place. Et d'ailleurs, si vous permettez, le nouveau modèle de développement, il incarne un petit peu cette anticipation en matière de changement climatique, non seulement au niveau des stratégies, mais également au niveau des plans d'action. Alors, on va parler de cette stratégie et on va parler du plan d'action et on va parler aussi, surtout, de l'impact. On va continuer d'abord, si vous le voulez bien, Monsieur Nbou, sur le descriptif et l'état des lieux et de l'impact. Quels sont, selon vous, les impacts socio-économiques immédiats à moyen terme de ces phénomènes extrêmes au Maroc, notamment pour l'agriculture, l'eau, l'élevage et les communautés rurales vulnérables? Vous venez de dire que les phénomènes exceptionnels n'étaient plus exceptionnels. Oui, effectivement, parce que si vous prenez l'approche faite au Maroc, il ne faut pas oublier que sous les orientations de Sa Majesté, je crois que les différentes stratégies, ils ont intégré d'une manière très claire la question du changement climatique. C'est pour cela que j'ai cité le cadre institutionnel et réglementaire, ne serait-ce que la logique de la territorialisation qui est en train de se mettre en place. Parce que la problématique maintenant du changement climatique, c'est une problématique des territoires. Et le Maroc, il a donné une flexibilité assez importante au niveau des régions pour qu'ils puissent mettre en place des plans de développement régionaux qui intègrent d'une manière intrinsèque la question du changement climatique. Et lorsqu'on parle de la question du changement climatique, comme vous l'avez très bien cité, ils intègrent également les impacts socio-économiques parce que la question de climat, ce n'est pas une question météorologique, c'est une question économique avant tout, parce que les mesures d'adaptation et d'atténuation qu'il y a lieu de faire en place, ce sont des mesures qui concernent la question de l'énergie, la question de l'eau, la question de l'urbanisme,
la question de la forêt également, la question de l'agriculture, la question de la pêche. Parce qu'il ne faut pas oublier également, c'est sur l'impact des changements climatiques sur la pêche et surtout sur les pélagiques qui actuellement, on observe une diminution de 40% de pêche. Donc, pour vous dire que nous sommes bien outillés pour effectivement faire face à ce changement, à cet événement de changement climatique. Et que vous prenez par exemple juste la stratégie de l'eau du ministère de l'eau et de l'équipement. Donc, il y a toute une transformation en matière même d'innovation en matière de l'eau, parce qu'actuellement, on est en train de traiter aussi bien l'eau non conventionnelle que l'eau conventionnelle, parce que le dessalement de l'eau de mer actuellement, avec toute des chantiers exceptionnels qui sont en train de se faire, ne serait-ce que de voir au niveau de la région du Fus-Massa, où il y avait une station de dessalement de l'eau de mer qui fait que non seulement elle est en train de faire face aux besoins de l'agriculture, mais également de sauver la nappe qui est dans la phréatique, qui est en train de subir une diminution drastique. Donc, je pense que le Maroc, avec toutes les stratégies, les stratégies qui sont mises en place au niveau de l'agriculture, au niveau de l'eau, au niveau de la transition énergétique, nous sommes des leaders au niveau de l'Afrique. Donc, il y a tout un ensemble qui est mis en place pour juguler cette problématique du changement climatique. On parle beaucoup, Mohamed Nbou, de vulnérabilité et de résilience des pays face au climat, mais comment mesure-t-on cela? Comment mesure-t-on concrètement ces notions pour un pays comme le Maroc, par exemple, ou pour d'autres territoires africains? Quels sont les indicateurs clés utilisés à l'échelle nationale et internationale sur ce point? Bon, les indicateurs, si on parle des indicateurs, par exemple, le constat qui a été fait par le GIEC et par également la Direction générale de la météorologie. Donc, il a fait un zonage au niveau national, et ce zonage, il permet un petit peu de quantifier les risques au niveau de chaque région. D'ailleurs, si vous voyez un petit peu les BMS, les bulletins météorologiques spéciaux, donc ils ont pris en considération ce zonage de risque, et il permet un petit peu d'aller vers un mapping de la situation au niveau national. Il y a toute une gestion de risque également qui est mise en place en identifiant les points noirs au niveau de chaque territoire du royaume. Donc, alors, comment le Maroc et les territoires africains, comment justement, avec ce dernier rapport du GIEC qui rappelle l'urgence climatique et l'intensification des extrêmes, comment le Maroc et l'Afrique peut-il s'approprier ces résultats? Quels enseignements essentiels on peut tirer du dernier rapport pour l'Afrique, et comment ces enseignements doivent-ils être orientés au Maroc et en Afrique, selon vous? Comment les politiques publiques nationales doivent être orientées et comment elles doivent s'inspirer de ce qu'a dit le GIEC, du coup, dans son rapport? Le GIEC, comme vous le savez, c'est une instance consultative des Nations Unies, et il est composé de l'intelligentsia planétaire en matière de climat.
Donc, non seulement en matière de climat, mais également en matière des différents secteurs d'activité, parce que dans les rapports de GIEC, ils donnent des orientations pour que chaque pays puisse prendre en considération les différents enjeux pour les intégrer dans les différents plans et stratégies. Et, et là, je voudrais juste rappeler que ce qui a été fait à Dubaï, à la COP 28. Pourquoi je cite la COP 28? Parce que la COP 28, elle était une COP, une COP extrêmement importante. C'est la première fois que nous avons fait le bilan de ce qui a été fait en matière des engagements de changement climatique. Et, et- et là, le constat, comment il est? Le constat, il est très simple. Le constat, qu'est-ce qu'il dit? C'est que depuis le lancement de l'accord de Paris jusqu'à la COP 28, c'est-à-dire 2015 jusqu'à 2023, 2028, c'est-à-dire que le GIEC et les différents acteurs tels que la Banque mondiale, tous les bailleurs de fonds, ils ont fait un constat, et le constat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la mise en œuvre de l'accord de Paris n'est pas concrète sur le terrain. Ils disent que le financement engagé jusqu'à maintenant est insuffisant. Ils ont dit comment est-ce que le deuxième cycle qu'on est en train d'entamer puisse répondre à ces insuffisances qui ont été constatées depuis le lancement de l'accord de Paris. Et ces insuffisances, c'est quoi exactement? Ces insuffisances, c'est que les acteurs qui transforment sur le terrain n'étaient pas inclus dans le premier cycle. Quels sont les acteurs? C'est-à-dire les collectivités territoriales, bien qu'ils soient impliqués, mais pas sérieusement impliqués. Le deuxième acteur qui n'est pas impliqué, c'est le secteur privé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la transformation sur le terrain, elle se fait par les gens du terrain. Les gens du terrain, c'est le secteur privé, c'est l'acteur de la transformation sur le terrain. On ne peut pas appeler l'innovation sans intégrer le secteur privé. Donc, le secteur privé est les clés et les collectivités locales sont l'acteur clé également dans la mise en œuvre. Parce que la bataille de changement climatique, on peut la gagner ou la perdre sur les villes, sur les territoires. Oui. Et je pense que le deuxième cycle, il a intégré d'une manière très D'accord. claire la question de finance, la question du secteur privé, la question des collectivités territoriales. Alors justement, sur la question de la finance, on a parlé de la COP 28, il y a eu la COP 30 qui a acté des engagements financiers historiques pour le climat jusqu'à 1,3 trillion de dollars par an d'ici à 2035. C'est un renforcement du financement de l'adaptation. Pensez-vous que ces engagements sont adaptés aux besoins réels des pays africains, mais aussi du Maroc, et comment aussi assurer qu'ils soient effectivement atteints? Il y a une chose, il faut le dire aussi, c'est que la bonne nouvelle dans le processus qui est fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un allègement des procédures pour l'acquisition de la finance climat. Et là, c'est une demande des pays africains et c'est une demande qui a été plus ou moins entendue. Le problème que nous avons actuellement en matière de lutte contre le changement climatique et la mobilisation des financements nécessaires pour ça,
c'est que la majorité de cas, nous avons des idées de projets et non pas de projets. Parce que les bailleurs de fonds ne financent pas les idées, ils financent des projets. Et je crois que la structuration des projets et la bancabilité des projets constituent un des vrais challenges actuellement pour qu'on puisse aller très loin dans la lutte contre le changement climatique. Et je crois que actuellement, il y a un effort considérable qui est en train de se faire pour renforcer les capacités des différents acteurs pour effectivement ils puissent structurer euh, ou en quelque sorte passer de l'idée au projet et à sa bancabilité. Et je pense que c'est le vrai challenge actuellement pour l'Afrique, parce que lorsque vous parlez de l'Afrique, l'Afrique a toujours plaidé pour l'adaptation au changement climatique. C'est ça l'un des, Oui, tout à fait. oui. Oui, tout à fait, vous avez raison. L'Afrique a toujours plaidé pour cela et à la COP30, malgré les discussions, la COP30 n'a pas scellé une feuille de route mondiale contraignante pour la sortie des fossiles. Selon vous, quelle voie stratégique le Maroc et les pays africains également peuvent-ils suivre pour accélérer la transition énergétique dont vous avez parlé tout à l'heure de façon réaliste et juste aujourd'hui ? Vous savez, je crois que l'Afrique elle est plus apte à assurer sa transition énergétique que les autres pays. Le Maroc, prenons l'exemple du Maroc, le Maroc, il a innové, parce qu'actuellement, le Maroc, c'est l'un des pays qui a pris au devant la question de l'hydrogène vert, par exemple. Je crois que là, on ne parle pas des énergies renouvelables. Le Maroc, il est connu, c'est un leader. Et je crois que le Maroc, il a compris que le leadership en matière de la transition énergétique doit être une des priorités centrales. Et actuellement, le Maroc il constitue le champion et il constitue un des exemples le plus cités sur la scène internationale comme driver. Je crois que le Maroc, maintenant, il conduit cette transition énergétique au niveau de l'Afrique. D'ailleurs, l'exemple du Maroc au niveau de l'Afrique, il est constamment pris comme locomotive pour aller de l'avant. Et en Afrique, il y a quand même beaucoup de pays. Vous prenez le Kenya par exemple. Le Kenya également, il est parti très loin dans la transition énergétique par le biais des énergies renouvelables et, et il y a une dynamique d'ensemble actuellement en Afrique qui fait qu'ils ont compris que cette transition, on ne doit pas le rater. Peut-être ils ont raté la transition industrielle, mais la transition verte, je crois qu'on n'a pas le droit de la rater en Afrique. Et c'est pour cela, lorsque vous prenez les groupes de négociateurs, par exemple africains, je crois que c'est l'un des groupes les plus tenaces, les plus c'est pas crédible, on ne peut pas dire qu'il est crédible, mais il dispose d'une vision très claire vis-à-vis de ce qu'on veut de la négociation en matière de climat. Donc, au-delà de la question de l'adaptation, la question également de la transition énergétique, il est également au cœur de la demande des pays africains. Donc, je pense que actuellement, le changement climatique dans ce deuxième cycle de la mise en œuvre de l'accord de Paris,
je crois que nous allons faire des avancées significatives dans la mise en œuvre, car la majorité, ils ont compris en Afrique que l'approche bottom-up et top-down, le mixage entre le top-down et le bottom-up doit être la règle parce que la prise en compte des enjeux du territoire, elle est fondamentale. Il ne faut pas oublier qu'avant, c'était beaucoup plus une approche top-down, c'est-à-dire l'implication du territoire, elle était minime. Maintenant, avec l'intégration de ces deux approches, bottom-up et top-down, je crois qu'on est en train de faire une fusion pour que la logique de la territorialisation des engagements sur le terrain soit crédible et soit efficace. Merci infiniment Mohamed Nbou d'avoir été l'invité d'Alternative sur cette alternative spéciale impact du changement climatique sur le Maroc et sur l'Afrique. L'Afrique qui a appelé à une justice climatique encore plus ambitieuse lors de la COP30. Je rappelle que vous êtes ex-négociateur en chef pour le Maroc sur les changements climatiques, que vous êtes actuellement secrétaire général de la Maison méditerranéenne du climat et que vous avez été et que vous êtes toujours peut-être aussi conseiller climat donc pour le secrétariat général du CGLU Afrique. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.